et les types de molécules qui ont possible ces gènes. Voilà, donc on fait à chaque fois des études sur ces gènes-là pour voir est-ce qu'il n'y a pas eu des mutations sur ces gènes. Parce que s'il y a des mutations, le pathogène peut être résistant à ces molécules qui sont censées détruire le pathogène. Ok, donc pourquoi il est important de chercher ces gènes sur, genre une étude de surveillance du pays? Pourquoi? Pour moi, on fait une étude de surveillance juste pour voir s'il n'y a pas d'émergence de résistance. Ok, si les molécules marchent toujours. Oui. D'accord. Donc, c'est quoi PFCRT? PFCRT, je ne sais pas. Quelqu'un d'autre? À côté? La même place. PFCRT, je pense que c'est Plasmodium falciparum chloroquine résistant transporteur. C'est lié à la résistance à la chloroquine. On utilise pour voir si les molécules comme la chloroquine, si les gènes qui circulent ne sont résistants ou sensibles à la chloroquine. D'accord. Ok, merci. C'est juste pour compléter ce qu'il a dit. Pour dire que cette résistance est due à un type de mutation qui est le cas sur CFT. Et là, vous avez pu faire une recherche sur la position? Bon, je n'ai pas fait de recherche approfondie sur la position. Je pense que c'est la distinction de la lysine en théorie. En position 76 sur le chromosome 7. Ok. D'accord. Et MDR1? Quelqu'un a une idée sur c'est quoi MDR1? Pourquoi C'est aussi un gène qui confère la résistance à la chloroquine, la mefloquine et les CTM. Donc, MDR, c'est MDR. Mefloquine. Multidrogue résistance. Ok. Donc, résistance à plusieurs drogues. Merci pour la définition. C'est très vocabulaire. Donc ça c'est la traduction. Il y a d'autres contributions sur MDR. Apparemment, il y a plusieurs choses. C'est la seule position? Non, 184. 184. Donc, le gène PFMDR1 qui est sur le chromosome 5 et code la B-glycoprotéine, et il est impliqué dans la résistance de plusieurs molécules du plasmodium à plusieurs molécules. Donc, on a la position la plus la position la plus intéressante, c'est la position 86. Après, on peut avoir la position 184, où on a la tyrosine qui va muter en phénylalanine. Ensuite, la position 1034,
1042 et ainsi, il y a quelques mutations qui sont indiquées. Et les molécules, si je crois, il y a la mefloquine, la lofantine, pour ce groupe-là qui peut être concerné par la mutation du PFMDR. Ok. J'espère que vous savez comment ces acides aminés-là sont retrouvés après tout le travail qu'on a fait. Comment de là où on s'est arrêté, on peut savoir que tel acide aminé a été changé à tel acide aminé. Vous avez une idée? Parce qu'on parle d'acide aminé maintenant, mais on n'a pas montré comment on aboutit à ces acides aminés. Pour obtenir ces acides aminés-là, on va faire une annotation. Ok. D'accord, donc c'est le next step. Malheureusement, on ne va pas pouvoir faire l'annotation parce que c'est des outils encore qu'il faut utiliser à partir des VCF files, partir au fichier annoté, et c'est dans ces fichiers annotés qu'on peut interpréter si l'acide aminé a été changé à quel acide aminé. Donc c'est le prochain boulot pour tout le monde. Retourner après la formation, transformer ces VCF files après annotation, avoir les positions de ces acides aminés là, c'est très très important. Le prochain c'est K13. C'est quoi K13? Merci. Le K13, le BF13, c'est Plasmodium falciparum, Kelch 13 gènes. Donc, concernant les mutations, nous avons le C580Y, le F446I, le Y493H, le R539T, le I543T, le K1189T, etc. En fait, il y a pas mal de mutations à l'intérieur. Mais la plus importante, c'est le C580 parce que elle est associée avec artémisinine, la résistance aux artémisinines. La position, je n'ai pas cherché concernant le chromosome. Peut-être quelqu'un peut nous ajouter cette information. Merci. Ici, on a sauté quelque chose. CRT, c'est quel chromosome? Parce que là, il faut connaître chaque chromosome. Et K13? Okay. DHFR? 5 ou 4? Okay. Et c'est quoi DHFR? C'est le difolate réductase. Ok. Mutation N51I, C59R, S109N, 108, bon, et ainsi de suite. Donc, voilà, résistance aux antifoliques, voilà, qui sont la pyrimétamine et autres. Ok, on va d'abord savoir c'est quoi DHPS pour pouvoir, parce que les deux partent ensemble pour la surveillance de la sulfadoxine pyrimétamine. Donc, c'est quoi DHPS? Et là aussi, il faut partir sur quel chromosome? DHPS est dihydrochloride synthase. Plasmodium falciparum dihydrochloride synthase. Ok. Traduit en français. Non, c'est tout le même mot. Plasmodium falciparum dihydrochloride
syntaxe, si vous voulez. Il veut que vous traduisez. C'est quoi? Dialogue, c'est oui, parce que ça, c'est une mutation qui inhibit le mécanisme de la syntaxe. Inhibit ces mécanismes. Je pense qu'après, il y aura plus de clarification avec les autres. Donc, les deux, comme je l'ai dit, les deux partent ensemble pour la surveillance de la sulfadoxine pyrimétamine. Et il y a des positions qu'il faut chercher essentiellement dans les deux là. Il y a le triple mutant, le quintuple mutant et le quadruple mutant. Pour ces deux, donc la recherche des deux là est très très importante. Maintenant, CSP. Attends, la position des chromosomes. Oui, 51. Ah, C'est la question. oui, le cours va venir. Maintenant, il faut dire c'est quel chromosome. Oui, justement, c'est quel chromosome? Le DHFR et le DHSP. Oui, vous avez cherché c'est quel chromosome. Non, justement, c'est une question pour mes collègues. Non, justement, on n'est pas la réponse. Je veux savoir c'est quoi les chromosomes pour le DHSP et les... Non, pour quelqu'un d'autre. DHPS, il a déjà dit. DHFR plutôt. Chromosome 8. C'est bon? Tu es en train de chercher, c'est ça? Tu veux confirmer ce qu'il a dit ou bien c'est... Non, je n'ai pas entendu que Google. Je suis en train de... Et CSP? Ça, je pense que Sissoko a beaucoup parlé de CSP, ME1, donc on connaît l'utilité de ces deux, et aussi les chromosomes, il a beaucoup parlé de ces deux. Ok, je pense que c'est que tu as quelque chose à ajouter comme c'est ta routine. Avant qu'on commence le cours. Sissoko? Tu as quelque chose à ajouter avant que le cours ne commence? Ok. Donc, c'était juste pour faire un petit rappel que chacun peut chercher de lui-même avant que mon grand communicateur ne vous explique exactement c'est quoi. Over to you. D'accord, merci. Donc, on va essayer de faire un résumé de l'ensemble des marqueurs qui vont nous intéresser lors de la surveillance de la résistance aux antiparuliens. Et je pense qu'on a déjà brossé pratiquement les gènes d'intérêt. Et on va voir ensemble quelles sont les positions qui sont clés. Et on verra aussi en tant que chercheur, en tant que bioinformaticien, que nous n'avons pas intérêt à nous limiter qu'à ces positions, puisque le pathogène, il change de comportement au fil du temps, parce qu'il est exposé à certains phénomènes. Et on a vu les différents phénomènes qui affectent, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a comme population génétique en termes de population. En définissant la population par la notion de temps, la notion de lieu. Et je pense que même hier, Dr. Sekou a dit que la population pouvait se définir par un bras de traitement ou alors par un village. Donc, n'oublions pas tous ces aspects. Donc, on va essayer de l'aborder en deux points. D'abord, parler des méthodes courantes de la surveillance la résistance aux antiparuliens. Ensuite, les gènes dont nous avons déjà parlé.
Donc, pour ce qui est des méthodes, on a les études d'efficacité. Et les études d'efficacité sont essentiellement, sinon elles portent sur les molécules qui ont déjà été approuvées, qui sont déjà en cours d'utilisation. Mais puisque nous savons que le pathogène, quand il est exposé à ces molécules de façon continue, il finit par développer des mutations par l'effet de la pression. Donc, on veut nous assurer que ces médicaments restent efficaces comme quand nous les introduisions dans l'arsenal de traitement. Et donc, ces études d'efficacité ont pour objectif d'évaluer l'efficacité clinique et parasitologique des médicaments que nous utilisons. L'efficacité clinique pour voir est-ce que le patient, à la base, s'il prend le médicament, il est guéri. Est-ce que 2 ans, 3 ans, 10 ans après, est-ce que lorsque le patient il prend le médicament, il est toujours guéri? Ensuite, est-ce que ce médicament a la possibilité de faire la clairance, c'est-à-dire d'éliminer les parasites en un temps record, ou alors est-ce qu'il y a un retard dans la clairance des parasites? Et je pense que ce paramètre, il est beaucoup utilisé aussi dans les études d'efficacité, où on va le plus souvent parler des retards de clairance parasitaire. Donc, les dérivés de la pénicilline, c'est-à-dire les CTA, une des premières caractéristiques, c'est qu'on sait qu'au bout des 3 premiers jours de traitement, il ne devrait plus y avoir de parasites. Elles sont vraiment réputées pour cette caractéristique. Et maintenant, la question qui se pose, est-ce que dans votre population, lorsque les gens ils ont pris le médicament, est-ce qu'il y a des gens qui ont des parasites qui persistent, c'est-à-dire qui vont au-delà des 3 jours de traitement? Donc, on va nous intéresser à ces paramètres. Et les études d'efficacité, le plus souvent, dépendent sur les molécules qui vont être utilisées, dépendent du pays dans lequel nous sommes. Et cela est logique, puisque les médicaments qui sont recommandés par les différents programmes de lutte contre le paludisme varient d'un pays à l'autre. Vous allez voir les 2 premières combinaisons qui sont recommandées, par exemple au Mali, ne sont pas nécessairement celles qui sont recommandées en RDC. Donc, ça dépend du pays dans lequel nous sommes. Et le suivi, en tout cas pour les CTA, le plus souvent, c'est entre 28 et 42 jours. Et ça peut aller au-delà des 42 jours aussi. Souvent, on peut aller jusqu'à 52 jours. Et cela est fonction du médicament, de la composition de la CTA en tant que telle, c'est-à-dire les molécules qui sont incluses dans la CTA. Et pour des molécules dont la demi-vie est beaucoup plus courte, vous verrez que la période de suivi se limite à 28 jours. Et si la molécule partenaire, c'est-à-dire la lumefantrine, la vibrine et autres, si la molécule partenaire a une demi-vie beaucoup plus longue, où on est sûr que ça peut aller au-delà d'un mois de protection, on peut étendre le suivi jusqu'à 42 jours. Et l'extension de ce suivi aussi nous permet de mesurer parallèlement d'autres paramètres, comme par exemple la pression, sinon le niveau de l'intensité en termes de transmission. Est-ce qu'elle est très forte, est-ce qu'elle est élevée? Imaginez que vous êtes dans un contexte où vous faites le suivi sur 28 jours, mais vous vous rendez compte que tous les bras que vous avez déjà utilisés, les gens y reviennent avec le palu avant la fin du 28e jour. Donc ce sont des informations qui peuvent vous aider à dire, tiens, peut-être que la transmission est très intense dans cette localité et les patients, même s'ils font la clairance, ils sont exposés à beaucoup de piqûres infestantes. Donc, sur le plan méthodologie, il y a essentiellement 4 paramètres qui nous intéressent le plus souvent dans les études d'efficacité. Comme je l'avais dit, une fois que le patient il a éliminé tous les parasites, la question qui va se poser, c'est est-ce que le patient même a été à mesure d'éliminer les parasites après avoir eu les 3 jours de traitement. Donc, si le patient n'a pas pu éliminer les parasites, nous disons que nous sommes dans un contexte d'échec thérapeutique précoce, early treatment failure. Donc, c'est pour tout simplement dire que notre CTA n'a vraiment pas réussi à guérir le patient
Et dans de telles situations, on prend le patient, on le soigne avec un autre médicament sur un autre antibiotique. Et maintenant, pour ceux qui ont réussi à éliminer les parasitémies avant le 5e jour, est-ce qu'ils sont restés dans le suivi jusqu'au 28e jour? Est-ce qu'ils sont sortis du suivi sans vraiment revenir au centre de santé encore avec un autre épisode de paludisme? Donc là, nous allons utiliser ces deux paramètres-là, l'échec clinique tardif, aussi bien que l'échec parasitologique tardif. Donc le plus souvent, vous allez voir que c'est deux paramètres qui vont de pair, mais souvent, ils ne vont pas de pair. Il y a des patients qui vont venir à des états très critiques, et tout ça, on va dire qu'il y a vraiment un échec clinique, parce qu'il a la fièvre, il a des vomissements, alors qu'il avait fait la clairance et tout ça. Mais il y a des patients qui viennent, il est très bien portant, il ne présente aucun signe, et vous allez le tester au 28e jour ou au 21e jour, vous verrez qu'il est positif à la microscopie. Et là, vous allez dire qu'il y a un échec parasitologique tardif. Et ce sont ces échecs parasitologiques tardifs-là dont on avait parlé dans l'exercice d'avant-hier. Vous vous rappelez, on avait dit qu'on voulait comparer les génotypes du J0 et les génotypes du J28. Donc, là, ces génotypes-là se lient à ce niveau, sinon ces échecs se lient à ce niveau. Et le but, c'est de voir est-ce que ce parasite avec lequel le patient est revenu, est-ce qu'il est identique au parasite initial, pour que nous puissions savoir si c'est l'artémisine qui est en cause ou si c'est le médicament partenaire qui est en cause. Donc, après avoir éliminé toutes ces trois catégories d'échecs, il nous reste des patients qui ont pu faire la clairance avant le 7e jour et qui n'ont pas développé de paludisme aussi durant le suivi. Et en ce moment, on les appelle les patients qui ont répondu de façon favorable au traitement sur le plan clinique et sur le plan parasitologique. Et c'est vraiment ce paramètre-là qui est le plus important, le ACPR. Tout ce que nous faisons, toutes les analyses que vous allez faire pour comparer les génotypes, toutes ces lignes de code que vous allez écrire, toutes ces personnes qui iront sur le terrain lire les langues, le résultat final, c'est de dire au PNLP, le ACPR pour la combinaison AL est à 97% ou à 95%. Et l'OMS a un seuil. L'OMS dit dès que vous voyez que le ACPR d'une combinaison commence à aller en dessous de 90%, ça veut dire qu'il y a un problème. Et maintenant, sur ACPR aussi, il y a jusqu'à deux niveaux. Rappelez-vous qu'on accompagne nos deux génotypes dans les cas d'échec parasitologique. Une fois que vous avez comparé ces deux génotypes, vous avez les situations où ils sont identiques et les situations où ils sont différents. Donc, s'ils sont différents, l'OMS suppose que le médicament n'a pas échoué. Peut-être que c'est la transmission qui est intense. Mais ce que l'OMS considère vraiment comme un vrai échec thérapeutique, selon les cas de recrudescence, c'est que le génotype AJ0 et le génotype AJ25 ou J28 sont identiques. Et c'est ce dernier paramètre-là qui est utilisé pour calculer ce qu'on appelle le ACPR corrigé. Donc, ce ACPR corrigé-là, vous déduisez tout simplement le nombre d'individus que vous avez inclus initialement, moins ce que vous avez perdu de vue, et vous regardez maintenant vous utilisez ce dénominateur pour retrancher les vrais échecs thérapeutiques, c'est-à-dire les personnes chez lesquelles le génotype AJ0 et le génotype AJ28 sont identiques, et vous déterminez le pourcentage de ACPR en fonction de cela. Et dès qu'il descend en dessous de 90%, on commence déjà à songer à remplacer cet arsenal thérapeutique, ou en tout cas ne plus l'utiliser comme première ligne de traitement. Donc là, de façon résumée, ça c'est un peu ce qu'on fait dire sur les études, les essais cliniques. Donc il y a aussi la surveillance moléculaire qui nous intéresse beaucoup, où on peut nous demander de faire le mapping pour un gène particulier. On vient de citer les gènes. On connaît les gènes qui sont associés à la résistance à telle molécule. Donc, on peut nous demander de faire le mapping de la résistance à un gène dans le pays, dans tout le pays. Donc, vous devez le faire par région et dire le taux de mutation et tout ça. Et
il est important, lorsque nous parlons de mutation, de taux de mutation, qu'on ne pense pas systématiquement que quand il y a mutation, il y a résistance. Je reprends ce que je viens de dire. Il ne faudrait pas systématiquement associer la mutation à la résistance sur le terrain. Et bien entendu, il y a des études de laboratoire qui sont toujours conduites pour chacun de ces gènes pour d'abord associer les mutations à la résistance. Mais vous allez voir que pour DHFR et DHPS, par exemple, de nos jours, surtout dans nos pays, en Afrique de l'Ouest, les taux de mutation sur ces gènes-là peuvent être très élevés, surtout à certaines positions. Pour autant, la sulfadoxyméthamine continue d'être utilisée en prophylaxie dans les différents programmes nationaux de lutte contre le paludisme. Donc, je pense que les gènes qui nous intéressent vont être analysés de deux manières. Soit, on va regarder les variations génétiques, où nous allons voir est-ce que le nombre de copies d'un gène particulier a augmenté chez le parasite. Je pense que cette question était dans le pré-test et les résultats qu'on a vus sont vraiment intéressants. Donc, pour les gènes d'intérêt, nous les avons déjà cités. Derek, ne vous inquiétez pas, les résultats sont anonymes. Donc, il y a les pays, il y a les noms et tout ça, il y a les adresses email, mais les résultats qui vont être affichés sont anonymes. On va juste regarder le taux de progression, s'assurer que la formation a quand même permis de corriger certaines lacunes. Et voilà. Mais ça, on ne va pas afficher le pays, ne vous inquiétez pas, puisque vous êtes seul du Cameroun. D'accord. Donc, pour les gènes d'intérêt, on a parlé de PFCRT pour la chloroquine, de PFMDR pour beaucoup de molécules. Et PFMDR est utilisé non seulement en regardant la variation génétique, mais aussi en regardant le nombre de copies, surtout pour la mefloquine. Donc, il y a DHPS et DHFR qui sont utilisés pour évaluer la résistance à la sulfadoxine et à la pyriméthamine, PF413 pour l'artémisinine, et PF-plasmepsine 2 et 3 pour la piperacine. Donc, on tenait à le mettre parce que aujourd'hui, la combinaison dihydroartémisinine-piperacine est quand même présente un peu dans pratiquement tous nos pays. Et il est important de savoir, si vous voulez l'évaluer, quel est le gène qu'il faut cibler pour la piperacine. Donc, le premier gène, on a déjà dit qu'il était sur le chromosome 7. Et donc, c'est un gène qui code pour le transport au niveau de la barrière digestive. Et si vous regardez bien, je vais avoir votre pointeur. Le gène qui est présenté ici, ce n'est pas toute la portion du gène qui nous intéresse, mais celle qui est vraiment associée à la résistance à la chloroquine. Vous voyez, c'est cette région qui est là, qui est la petite portion là qui est développée un peu plus ici. Vous voyez? Et là aussi, ce n'est pas toutes les mutations qui nous intéressent, en tout cas qui ont été associées à la résistance à la chloroquine par le passé. Et comme on l'a déjà dit, la position clé, c'est la 76T. C'est vraiment cette position qui nous permet de dire, ah, ce parasite, il y a une forte chance qu'il soit résistant à la chloroquine. Mais parallèlement à cette position 76, il y a d'autres positions à compter de 72 qui sont très importantes, qui varient aussi selon la localité et qu'il faut le plus souvent évaluer. Donc je pense que Fatmata avait déjà dit que vous allez voir qu'il y a d'autres quadruples interprétations. Et là, nous commençons à parler d'haplotype. Et quand vous associez différentes positions, et ce langage que vous voyez ici, CVMNK, c'est un haplotype. SVMNT, c'est un haplotype. CVIT, c'est un haplotype. Vous combinez différentes positions pour caractériser le pathogène. Et ça, c'est très important parce que on sait que plus le pathogène accumule de mutations, plus la probabilité qu'il soit vraiment un parasite résistant est élevée. Et ces haplotypes aussi sont bons à explorer parce que vous allez vous rendre compte que si le CVMNK est la forme sauvage, c'est-à-dire qui est sensible à la chloroquine, vous allez voir que le CVIT
EIT et le CVMNT sont les haplotypes qui sont le plus souvent présents en Afrique. Et quand vous partez en Asie, ce n'est pas vraiment le cas. Cet haplotype, le SVMNT, prend le dessus à ce niveau. Donc, la situation géographique, c'est là où vous vous trouvez, détermine aussi le plus souvent l'haplotype auquel vous devez vous intéresser. Donc, pour la chloroquine, lorsque le pathogène accumule ces mutations-là, à ces différentes positions, le résultat, c'est quoi? C'est que le médicament n'arrive plus à rester dans la valve digestive du parasite. Dès que le médicament entre, le parasite arrive à l'éjecter et se maintient en vie, même en présence du médicament. Le deuxième gène, on avait parlé de PFMDR qui compte pour plusieurs pathogènes, plusieurs molécules à la fois. Et donc, ce gène qui est représenté ici, en pratique dans le laboratoire, le plus souvent, vous allez entendre la notion de PFMDR 1, région 1 et région 2. Donc, il y a ce langage-là qui est utilisé par tous ceux qui travaillent beaucoup plus rapidement. Et pour vous dire, la région 1, c'est cette première région-là. Et à ce niveau, il y a vraiment deux mutations qui sont le plus souvent recherchées. C'est la position 86 et la position 184. Mais la position 184, je pense que nos collègues des autres pays pourront nous confirmer cela. En tout cas, chez nous, la 184, le taux de mutant aujourd'hui est très élevé. Pour autant, beaucoup de ces parasites ne sont vraiment pas considérés comme des parasites résistants à certaines de ces molécules qui sont là. Et maintenant, la position, je pense qu'il y a un participant qui a dit la position 86. Nous, c'est vrai qu'on regarde la position 184 aussi, mais nous sommes beaucoup plus attentifs sur la position 86. Donc, c'est dit, dès qu'on voit une mutation au niveau de la position 86, dans la région 1 de PFMDR1, on va se poser des questions. Est-ce que ce parasite-là a d'autres mutations? Et c'est pour cela qu'on va aller à la région 2 pour aller voir est-ce que la 10-14, 10-42 et 12-46 sont aussi mutées. Donc, pour ce qui est de la région 2, la 12-46 est vraiment la position la plus critique, qui, lorsque vous l'avez, il y a de fortes chances que ce parasite soit résistant à ces molécules qui sont le plus souvent les molécules partenaires du dérivé de l'artémisinine. Donc, l'hypothèse dont nous avons parlé quand on parlait de notre exercice, que votre médicament partenaire est en cause. Si ce médicament partenaire est en cause, normalement vous devez voir le lien avec le pathogène que vous avez relevé le jour de l'échec thérapeutique. Donc, pour dire que le PFMDR1, c'est vraiment c'est long, c'est pour cela le plus souvent on le caractérise en deux régions, région 1 et région 2. Mais pour nous, dans le domaine de la surveillance, rappelez-vous toujours que nous n'allons pas nous limiter qu'à ces positions-là ou à ces haplotypes. Vous allez voir qu'on va le plus souvent cumuler d'autres positions et regarder, et même les positions qui n'ont pas été décrites dans la littérature. Quand vous avez une position qui commence à se répéter beaucoup plus chez les parasites, et que vous voyez que ces parasites ont un clustering, c'est-à-dire c'est une catégorie, ces parasites-là ont été isolés chez des patients qui sont dans la catégorie des échecs thérapeutiques. On va commencer à se poser des questions. Est-ce qu'il faut maintenant rentrer dans le labo pour trouver des moyens d'associer la résistance à ces mutations? Donc, c'est pour dire tout simplement que ne restons pas figés sur ce qui est dit dans la littérature si nous voulons vraiment traquer les parasites résistants. Il faut surveiller les points clés qui sont connus. Il faut toujours avoir en tête qu'il peut y avoir de nouvelles mutations qui émergent et qui peuvent poser des problèmes. Le troisième gène, c'est le DHFA, dihydrofolate réductase. C'est une enzyme qui intervient dans le processus de multiplication de la cellule. Donc, pour aboutir à la molécule d'ADN. Lorsque vous bloquez l'activité de cette enzyme, le parasite ne peut plus se multiplier. Donc, c'est pour cela que vous voyez ici, on a essayé de mettre ce schéma-là qui donne en tout cas un peu le niveau sur le compartiment cellulaire au niveau duquel le médicament est réagi avec le parasite. Vous allez voir dans la valve digestive ici, vous avez la chloroquine, vous avez la butyrakine, vous avez la boudiakine.
qui agissent sur la valve digestive pour perturber le système de métabolisme. Donc, vous savez que le parasite, il va essayer de digérer l'hémoglobine, et en digérant l'hémoglobine, il y a des molécules de fer qui sont libérées dans la vapeur digestive, et il a la possibilité de polymériser ces molécules de fer pour qu'ils ne deviennent pas toxiques pour lui. Donc, ces médicaments vont aller bloquer ce processus de polymérisation, et qu'une fois que le parasite a digéré l'hémoglobine, ces molécules de fer vont s'accumuler et devenir toxiques pour le parasite, et par conséquent, l'éliminer. Donc, vous avez le DHFR et le DHPS qui sont là, comme je l'avais dit, qui vont bloquer le processus de synthèse de l'ADN. DHFR tout comme DHPS, qui vont bloquer ce processus-là. Et parlant de DHFR, nous avons essentiellement ces positions-là, mais retenez surtout que de toutes ces positions, la position la plus intéressante, c'est la 108. La 108 qui est la position la plus critique. Donc vous allez voir que la position 51 et 59 sont vraiment très polymorphes. Elles sont polymorphes, mais nous les mettons parce que ce sont des positions qui sont, à chaque fois où un parasite est résistant et qu'on a retrouvé la 108, le plus souvent on trouve que la 51 et la 59 aussi sont mutées. Donc, vous allez le plus souvent avoir affaire à des haplotypes du genre NCSI pour la forme sauvage, ou alors vous avez NCNL pour des formes mutées. Vous allez voir, si vous avez un quadruple mutant, il y a de fortes chances que ce parasite, la périmètamine, ne pourra pas l'éliminer. Mais le patient, il n'a aucun problème parce que c'est une combinaison. Et là, le rôle de la combinaison, c'est que si le parasite échappe à un médicament, il ne faudra pas qu'il échappe au second. C'est pour cela que vous allez voir que la plupart des combinaisons thérapeutiques utilisent des mécanismes d'action qui sont différents. Donc, pour la DHPS, nous avons la position 540 qui est vraiment la position clé. Si vous avez la 540E, c'est-à-dire ce parasite, il y a de fortes chances qu'il soit un parasite résistant. Et parallèlement, nous sommes très intéressés par la position 437. Et il y a beaucoup de protocoles, vous allez voir que les gens commencent depuis 436, 436, 437, 540. Et maintenant, lorsque les gens sont en train d'évaluer l'efficacité de la combinaison ST, c'est pas d'oxypyrimétamine, qui est utilisée chez les femmes enceintes et les enfants, ils vont cumuler les haplotypes de ces deux gènes. Donc, dites-vous que quand on parle d'haplotype, ce n'est pas strictement limité à un seul gène. On peut parler d'haplotype de ces deux gènes en cumulant DHFR et DHPS pour aller jusqu'à quintuple mutation. Là, on va prendre les deux positions qui sont là, on va prendre les trois positions qui sont sur DHFR et on détermine nos haplotypes en fonction de cela. Et un parasite qui arrive à avoir les quintuples mutations, on va dire qu'il y a de fortes chances que ce soit un parasite qui est résistant à la SP. Le gène K13, essentiellement la région qu'on appelle le propelleur domaine, qui varie entre la position 440 et 680. 440 et 680. Donc, il y a vraiment beaucoup de mutations. Et maintenant, comme Khalil le disait, au départ, c'est vraiment la 780 qui était la position clé pour la résistance aux dérivés de l'artémisinine. Mais aujourd'hui, on a compris qu'il n'y a pas que cette position. Et surtout en Afrique, les dernières données nous révèlent qu'on a des parasites résistants à l'artémisinine, mais qui n'ont pas la 580, mais qui ont plutôt la 561. Qui a été décrit surtout en Afrique centrale et en Afrique de l'Est, des pays comme le Rwanda, RDC et autres. Donc, encore une fois de plus, c'est vrai qu'en termes de résistance, l'Asie du Sud-Est, quand on parle du paludisme, est le plus souvent en avance sur l'Afrique, mais nous ne pouvons utiliser leurs données que pour nous servir de base, parce que sinon les parasites sont le plus souvent différents et il ne faudrait pas qu'on soit accroché à une position qui est décrite là-bas pour pouvoir retrouver les parasites résistants chez nous. Donc, le dernier gène, c'est le PFMDR1 et
plasmacine 2 et 3 dont on avait parlé. Mais cette fois-ci, plutôt qu'aller chercher des mutations, on regarde le nombre de copies qui sont retrouvées chez le parasite. C'est-à-dire qu'un parasite qui n'a qu'une seule copie de ce gène, il y a de fortes chances qu'il soit, sinon c'est la forme sauvage. Ce parasite, il est sensible, s'il s'agit de MDR1, il est sensible à la mufloquine, et s'il s'agit de plasmacine 2 ou 3, il s'agit de la mufloquine. Mais quand le nombre de copies de ce gène commence à augmenter déjà, on sait que tiens, ce parasite-là pourra échapper à cette molécule, le plus souvent la mufloquine qui est utilisée comme médicament partenaire de la dihydroartémisinine chez nous, dans la combinaison comme à la cure et autres. Donc, je pense que essentiellement, c'est ce qu'on voulait partager avec vous avant que Dr. Sekou ne parle de ces gènes-là et de ces positions et tout, pour que vous compreniez un peu et pouvoir synchroniser les événements. Merci. Dans la salle, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de question. Il y a des contributions aussi. Ah oui, il y a une question. Merci pour la présentation que je trouve très intéressante. La question, c'est de savoir, selon votre expérience et de façon pratique, lorsque la surveillance, par exemple, elle est moléculaire, faites la surveillance génomique des mutations spécifiques à partir d'une population, c'est-à-dire à partir d'un certain nombre de patients. Comment, c'est-à-dire, quelle est la politique que vous adoptez pour changer la donne en termes de surveillance ou en termes de prise en charge des patients de façon pratique? Parce qu'on sait que vous allez peut-être partir dans une région, prendre des échantillons, venir faire la surveillance, détecter des mutations, et ce que cela nécessite qu'on puisse l'implémenter. Parce que hier, je me rappelle, Tony parlait de l'importance de pouvoir communiquer les résultats et d'agir. Quelle est votre expérience dans ce sens-là? Comment, à partir des données de la génomique, vous arrivez à mettre des interventions spécifiques? Donc, je pense que effectivement, comme vous l'avez dit, ce qu'on a présenté ici, ça c'est déjà le point de départ de la surveillance. Mais vous allez voir que dès que nous commençons à voir sur le terrain qu'il y a des parasites avec beaucoup de mutations, rappelez-vous, je vous ai dit que ce n'est pas parce qu'un parasite a une mutation que ce parasite est systématiquement résistant aux médicaments. Donc, il faut rassembler non seulement les données de terrain, mais il faut aussi à cela ajouter les données de laboratoire. Et je pense que le Fondé est vraiment très bien placé pour nous donner plus d'informations sur cela. On va sur le terrain, on va collecter ces souches chez les patients, on revient dans le laboratoire, on vient aussi confirmer est-ce que ce qu'on appelle le IC50, de ces molécules-là a vraiment augmenté. Puisque au moment où on introduisait ces médicaments dans l'arsenal thérapeutique, on connaît le IC50. Je donne un exemple pour ça. On veut dire que le IC50 des médicaments X, c'est présentement 4 nanomoles. Mais nous atteignons un niveau où nous allons collecter des souches de terrain, où nous allons voir que le IC50 moyen peut aller jusqu'à 100 nanomoles. Donc, si au début il fallait une concentration de 4 nanomoles pour pouvoir éliminer la moitié des individus que nous avons dans un milieu donné, on arrive à un point où il faut jusqu'à 100 nanomoles pour pouvoir éliminer. Et en pratique, cela n'est pas possible. On ne pourra pas administrer autant de médicaments chez un patient. Donc, ces données viendront consolider les mutations que nous avons.
Et maintenant, c'est pour cela que l'OMS recommande d'anticiper. Parce que le changement dont vous parlez, quelle est la décision à prendre, comment cela va se passer, c'est pour cela qu'on doit continuer à le faire dans un timeline qui est vraiment respecté. Et c'est pour cela que l'OMS nous recommande de le faire à chaque 24 mois. Donc si vous le faites cette année, chaque 24 mois vous le faites et vous communiquez sur le ACPR, c'est-à-dire le taux de réponse, sur le niveau de réponse du traitement cette année. Donc, dès lors qu'on voit que ce IC50 commence à grimper, on voit que le nombre de mutations commence à grimper, on informe le programme national de lutte contre le palu. Tenez-vous bien, d'ici tel nombre d'années, il y a de fortes chances qu'on ne puisse plus administrer ce médicament ou cette molécule chez les patients pour les soigner. Donc là, on commence à regarder les alternatives qu'il nous faut pour pouvoir le changer. Mais je pense qu'il y a des gens aussi qui ont beaucoup plus d'expérience, qui ont vécu surtout la période de 2006 où il y a eu cette substitution de la chloroquine par les CTA qui peuvent aussi nous partager leur expérience, qui savent quelles sont les étapes, selon les démarches qui ont été entreprises pour aboutir à ce problème. Globalement, voici les données qu'il faut rassembler pour pouvoir tirer la conclusion qu'un médicament vraiment ne marche plus. Oui. Je voulais juste, avec votre permission, je voulais juste partager l'expérience de, peut-être pas toute la Côte d'Ivoire, mais de l'unité de pathologie. Le premier point, c'est vraiment renchérir sur ce qu'il a dit. On ne peut pas déclarer la résistance d'une molécule comme ça parce qu'on a fait des analyses génomiques. Vous avez l'occasion de voir que dans la plupart des laboratoires, la plupart des équipes palues, vous avez trois entités. Vous avez l'entité biologie moléculaire et biologie moléculaire qui peut faire même de la génomique et tout, donc l'objet de l'étude de l'atelier d'aujourd'hui. Mais vous avez aussi une entité qui fait les cultures in vitro. Bon, c'est le cas de Dr Fatou qui fait la culture. Et puis, enfin, vous avez un groupe, une entité qui fait des études cliniques sur le terrain. Bon, pour les molécules qui ne sont pas retirées comme les CPR et autres, vous avez des essais suivis, on en a parlé, de 28 à 42 jours selon le protocole. Et les 3 premiers jours sont très importants parce que ce sont des jours de traitement et on s'attend à ce qu'il y ait une clairance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de parasites, donc le médicament a été bien absorbé par le patient, enfin tout ça c'est bon. Mais il se trouve que selon les conditions environnementales du patient, il peut revenir. Là, il est revenu là-dessus, je vois. Alors, donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'en fonction des paramètres de l'étude, on va observer que, et au niveau parasitologique, et au niveau même de la clinique, il y a quelque chose qui ne va pas. On va au laboratoire pour faire la culture. On peut même faire de la génomique. Et c'est ces trois entités, les résultats de ces trois entités qui nous permettent vraiment de dire, ah, attention, il faut qu'on fasse, il se pourrait qu'il y ait une résistance ici. Ça c'est. Alors, donc, au niveau de l'unité de pathologie, effectivement, chaque 2 ans, il y a des essais. Là, actuellement, je crois qu'il y a des essais qui sont en cours. La dernière fois, je ne sais pas si le professeur Tour en a parlé. Donc, chaque 2 ans, il y a des essais qui sont en cours. L'autre élément qui est fondamental à souligner, c'est peut-être le cas avec les collègues du Mali, mais avec les collègues de Côte d'Ivoire et au Ghana aussi. La plupart des équipes qui travaillent sur le palu sont animées au programme national de lutte contre le paludisme. Alors, nous, par le biais du professeur Touré, parce que lui fait partie du comité scientifique technique du programme national de lutte contre le palu, ça veut dire que tous les résultats font l'objet d'un rapport qui leur sont adressés et sur la base de ça, le comité scientifique se réunit pour prendre des décisions idoines. Voilà. Je vais terminer par un travail assez intéressant qui a été fait ici, mais je pense qu'il a été initié quand même par un des vôtres, Dr Mamadou Niari, enfin, de MLDC. Ça remonte à 2016, 2018, 2019, où, après avoir utilisé les CTA, parce que nous on l'a introduit depuis 2005, soit dit en passant, soit dit en passant. Et à l'époque, il y avait déjà l'équipe du Cambodge, de Palu du Cambodge, qui avait fait une publication pour dire il y a 22 mutations auxquelles il faut faire attention, qui pourraient être impliquées
dans la résistance de cette molécule-là. Alors, ce qui est intéressant et étrange à la fois, ça, c'est les résultats d'Asie du Sud-Est. Ici en Afrique de l'Ouest, bon, jusqu'à vraiment récemment, peut-être même pas, ça c'est encore dans la côte de l'Afrique, les médicaments sont efficaces. Il n'y a pas eu de publication officielle, enfin à ma connaissance, qui évoque cette résistance-là. Mais il se trouve qu'après avoir fait la culture, lui, il a observé, et récemment, un des thésards qui a soutenu, qui a observé qu'en fait, le phénotype, donc à la culture, il a un phénotype résistant. D'accord? Mais on ne trouve ni de mutation au niveau du génome, d'accord? Et au niveau même de la clinique, il n'y a pas eu de souci. Donc, c'est de la biologie. Vous pouvez avoir des comportements différents de ces parasites-là, mais il faut bien fouiller, il faut bien revoir ces trois entités-là avant de déclarer une résistance au corps. Et puis, il a dit encore, c'est pas parce qu'il y a 22 mutations qui ont été publiées dans le journal qu'il faut toujours regarder ces 22 mutations. Ça, c'est le cas de l'Asie du Sud-Est. Mais ici, chez nous, qu'est-ce qu'on a? Alors, je ne vais pas trop développer. Avec ça, il y a des travaux où on a vu des mutations assez intéressantes, mais qu'il va falloir confirmer avant de déclarer que c'est une mutation émergente. Donc, c'est des situations comme ça qui peuvent advenir et dont il faut tenir compte quand vous travaillez sur le palu. Comme quoi, le palu, ce n'est pas juste j'ai mal à la tête, je vais prendre un antipalutique. Il y a beaucoup de choses à faire. Merci. Merci. Donc, c'est vraiment ce qu'il a dit, c'est in vitro plus génomique. Et il y a des discussions autour après pour chercher. Et ce n'est pas seulement sur 2 sites, il faut que ce soit un truc général dans le pays. Même s'il y a un qui commence à apparaître, il faut faire attention parce que ça va tourner dans le pays. C'est que tu as quelque chose à dire. Ah, c'est à toi. Ok. Je vais apporter. Ce que je voudrais juste ajouter à les commentaires qui c'est surtout en termes de santé publique. Celui qui a posé la question, c'est ça, je pense que c'est bien à mettre au niveau de la santé publique, l'implication en termes de santé publique par rapport au matériel de distance. Donc, je voudrais juste faire signaler que la plupart des matières dont vous avez parlé, à savoir le VHAPA, le VHPS, l'ADEC, le CRQ, sont tous des matières validées par l'Organisation mondiale de la santé et qui doivent être suivies très antibiotiques pour adapter les traitements en fonction des évolutions des certificats. Pour la petite soit dans le camp de la politique, alors, pour que la chloroquine soit abandonnée, il a fallu quand même qu'on mette des études un peu plus approfondies. Alors, pour faire les liens entre l'indication de la position 76 sur le gène de PNCRT, alors l'effacement de la désinfectation de donner le pouvoir aux parasites, le pouvoir continuer à combattre malgré l'administration. Donc, cette mutation qui avait déjà commencé en agriculture en 1000 ans avant que ça soit retourné en Afrique. Donc, et quand c'est devenu ce que la chloroquine est devenue uniquement résistant, malgré que nous avons pleuré la chloroquine, les médecines, là, les gens n'utilisaient pas. Donc, c'est là où, après, quand on a fait des liens avec les CHRT et que le chômage de moi, ici, qui est devenu par TRNF, et que le problème avec la pénicilline, c'est quoi? C'est que la pénicilline a un médicament qui a été très efficace. C'est très efficace, mais quand on l'a mis sur le patient, facilement, c'est éliminé tout ça. C'est pourquoi, pour compenser ces défauts, ces manquements de la pénicilline, pour les dériver de la pénicilline, on les met en combinaison avec d'autres médicaments qu'on appelle les CDA, les combinaisons thérapeutiques à base de la pénicilline.
Et la doctrine qu'il établit aussi, ce sont les richesses qui ont été servies, qui traînent aussi beaucoup plus dans l'exemple et qui peuvent aussi être utilisées dans le cadre de la prévention. Donc, vous imaginez actuellement que la SP, dans beaucoup de pays de l'Afrique au sud du Sahara, la SP est utilisée dans le cadre des SFC. La SP est aussi utilisée pour prévenir le c'est la pharmacie. Donc, il y a deux politiques majeures de prévention du paludisme qui visent la SP. La CPS, c'est la semi-prévention du paludisme saisonnier qui consiste à administrer la suite aux enfants initialement c'était de moins de 5 ans, mais ils sont en train de vouloir extendre l'âge maintenant. Donc c'est pour dire que tous les ans, on fait une mass administration avec ces médicaments. Donc vous imaginez que le médicament qui sont utilisés à grande échelle comme ça, c'est toujours en termes de santé publique de continuer à monitorer l'efficacité de ces médicaments pour ne pas être surpris comme avec le cas là. Donc, là, c'est des politiques majeures laquelle les pharmaciens, il y a certaines périodes au cours de la grossesse qu'on est systématiquement utilisée. Ça permet de prévenir beaucoup d'épisodes de paludisme au cours de la grossesse. Et la seule quand elle est donnée, c'est le travail de 5 ans, ça. L'association avec la maladie, ça permet de avec le local. Donc, c'est juste pour dire que ce sont des médicaments qui sont utilisés, et les CDA aussi sont recommandés pour l'hospitalier. Comme traitement de première intention, dans beaucoup de pays en Afrique du Sud, sauf que les CDA ne sont pas les. Imaginez qu'ici au Mali, les CDA vont utiliser c'est la communauté africaine facile. Donc, c'est même le cas où on met des études d'efficacité ou des études de surveillance des marqueurs de bloc de résistance. On doit regarder des matières qui sont beaucoup plus liées au médicament partenaire qui est la manufacture pour la maladie. Contrairement à un autre pays qui a la version DHA thérapie ou une autre politique. Donc, la science est vraiment basée sur la politique du programme national de lutte contre le paludisme, les médicaments de prévenir les commandes. Voilà. Donc, je vais juste ajouter que pour la thérapie aussi, le CRT, il y a une partie qui est très récente, qui a au 2024, des gens ont travaillé et ont trouvé que à des positions avancées du PMCRT, les GME est aussi impliqué dans la résistance avec la thérapie. Et une partie de partager ce papier là tout de suite. Donc, c'est peut-être ça, il faudrait noter que le PMCRT peut aussi être à certaines positions, pas dans la position 67, dans certaines positions, un peu plus avancées, je pense, au niveau des 300, et vraiment des tests expérimentaux, que ce soit dans les labos, que ce soit sur le terrain, pour prouver que le gel est vraiment associé avec la résistance en utilisant ce médicament. Et ensuite, pour finir, par rapport au cadre aussi, donc il faudrait, pour tous ces médicaments dont on a parlé de SP, de DHA et de DSPS qui sont les matières, on a parlé de chloroquine, de CRT et de matières. Mais pour CADES, il n'y a pas de matière, pour le degré de la médecine, il n'y a pas de matière universelle. Sauf qu'il y a des panels de positions qui ont été associés avec un prolongement du plan de tolérance parasitaire en agriculture. Ce n'est pas réellement une résistance en qualité comme les autres médicaments. Là, on est pas du tout apporté à soi. Mais la définition de la résistance au dérivé de la pénicilline, c'est vraiment un prolongement du plan de tolérance parasitaire. C'est-à-dire, sur le base du patient met 2 heures de temps à prévenir le parasite. S'il y a des mutations à ces conditions au niveau du gène cadré, le patient va mettre beaucoup plus de temps pour délivrer les parasites. Donc c'est comme ça que le notation moyenne de la santé définit pour le moment la résistance au niveau de la médecine. Et ça, il y a une liste de mutations aussi qui est partagée avec la groupe. Je pense qu'ils ont des mutations confirmées, qu'ils ont demandé une mutation, et ils ont des mutations à l'exploration.
Je ne sais pas si mon écran est partagé. Sans que de partage. Oui. Oui. Voilà, il y a cette liste. On peut agrandir. Ils appellent. Pardon. Tu peux zoomer un peu. Zoomer. Est-ce que c'est possible? Voilà ça en haut. Moi, je voulais juste vous faire voir ici, voilà, les unités sur par exemple, les choses. Ces deux sont vraiment l'éducation validée. Et quand il y a des unités sur par exemple, les choses, donc, il y a ici, c'est potentiel associé qui est sur. Vous voyez, les positions sont. Donc, tous les moments, même maintenant, quand il regarde, même nous, les analystes de solutions matérielles, nous avons des positions dans la région populaire, tout le monde qui n'ont été pas dédiés comme étant associés à la résistance. Donc, quand c'est une thème qui est très polygone, ça, il faut le reconnaître. Et les mutations là aussi, ce n'est pas les mutations comme quand on dit bien service, les financiers gardés, arrêtés, ce n'est pas les mutations comme ça. Donc, nous avons quand même une liste de mutations que quand nous allons voir les mutations négatives, le point des mutations n'est pas parmi ces mutations. Donc, le papier dont je vous parlais aussi, dans ces papiers-là, ils ont utilisé beaucoup de techniques. Et l'une des techniques aussi, quand je disais hier que Madame Cloche, c'est un type de graphique facile à interpréter. Ils ont fait tout un truc, mais ils ont été impliqués à des problèmes peut-être sous les promotions. Tu as dépassé le management. Pardon, il est passé. Oui. Oui, tu l'as dépassé. En tout cas, ils ont fait beaucoup oui, c'est ça. Donc, les matières, ils sont pris au niveau de ces promotions. Et après, ils ont fait des explorations pour l'un des études vidéo avec la position 350, c'est-à-dire le bien certifié de 350. Et c'est un papier qui est dans la scène. Le papier est vraiment très intéressant, qui est vraiment bon, qui est bien plus bien pour comprendre ces problèmes. Voilà. Donc, ça, c'est ce que moi, je voulais dire comme problème. Maintenant, je pense qu'il y a ici le niveau de résistance, surtout quand on prend la SP. La SP, il y a 5 positions qui définissent si un parasite est résistant à la SP, comme sur la ligne, il y a la position 51, la position 59 et la position 110. Généralement, c'est que nous avons les papiers. Chaque fois que vous avez la population 108, vous n'avez même pas besoin de regarder les sénateurs et les sénateurs. Les sénateurs et les sénateurs sont systématiques. Donc, sénateurs, et à chaque fois, sénateurs et sénateurs 108. S'il y a ces trois mutations-là, associées à la mutation 437 du DHPS et 540 du DHPS, on appelle les 15 mutants, et c'est qui. Quand vous dépassez ces mutations-là, c'est là où on dit qu'il y a la résistance à la résistance. C'est pas si ça c'est comme. Je voulais juste qu'on fasse les défis peut-être sur ça, les DHPS, les DHPS, comment est-ce que présenter les résultats, et puis bien c'est ainsi, parce qu'on doit donner les temps de pouvoir de tous les paquets. D'accord. Donc, l'explication du départ, on appelle les quêtes tubulaires. Les quêtes tubulaires, c'est quoi? C'est que c'est des parasites qui ont la mutation sur le gène DHA, la position 51, la position 59, la position 108, et associé à la mutation sur le gène DHPS à la position 437 et à la position 540. Donc, c'est quand le parasite a toutes ces 5 mutations-là, on dit que le parasite est vraiment résistant à la SU, à ce pas le sécuritaire. Je crois que c'est bon. Donc, il ne faut pas seulement s'arrêter à la génomique, il faut aussi faire de l'in vitro pour confirmer. Et bizarrement, les résistances, ça commence toujours par l'Asie avant de venir vers nous. Donc, l'alarme est là-bas. Dès qu'eux, ils vont voir, il faut s'attendre à ce que ça vienne après ici.
Comment on a les familles de la limite à l'époque. D'accord. Ok, d'accord. Voilà. C'est assez nouveau. D'accord. C'est vraiment très riche. C'est vraiment très riche. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour le temps. Donc, la CTA, c'est ça le problème. Les CTA, plutôt, c'est ça le problème. Donc, c'est mieux que chaque pays commence à screener pour lui parce que forcément, ça va partir en échec. Voilà. Ça commence. Quand c'est un pays qui commence à être associé avec la pluralité, il y a certains pays qui utilisent la vie de la pluralité, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que la position de certains éléments est réclamée. On sera obligé d'aller un peu plus loin pour regarder ces positions-là pour voir s'il n'y a pas de résistance à la pluralité. C'est le même gène, mais c'est la position un peu différente. Ah oui, c'est bon. Donc, il faut vite se mettre au travail pour chercher encore une autre alternative au CTA. Donc, Ok, il y a une question.